Dans la chaleur torride de la Namibie, le venin n'est pas seulement une arme. C'est la frontière entre la vie et la mort. Quand le petit défie la mort avec intelligence, chaque attaque peut porter le coup fatal. Chaque rencontre est un pari de vie ou de mort. Qui est le plus redouté? La bataille est sur le point de commencer. Namibie rude, la guerre contre le venin. Namibie. Un monde ardent au cœur de l'Afrique. Là où les dunes de sable rouge du désert du Namib s'étendent telles des vagues, dessinant un paysage à la fois magnifique et cruel. C'est une terre où le vent chante sur les rochers, où le soleil fait fondre chaque grain de poussière et où la vie est toujours mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. Dans cette aridité apparemment infinie, la nature s'élève encore avec force. Avec ses créatures résilientes, ses poursuites à mort et ses prédateurs silencieux qui attendent leur chance dans l'obscurité. Mais parmi le sable brûlant et les buissons bas disséminés sur le sol de pierres sèches, une autre force agit silencieusement. Un simple mouvement dans l'herbe sèche suffit à mettre le cœur de tout le pays sur ses gardes. Cobra. Le fantôme silencieux du désert namibien. Son corps peut dépasser 2 mètres de long, recouvert d'écailles lisses brunes, noires ou grises selon la région, ondulant doucement mais dégageant une aura meurtrière cachée. Sa principale caractéristique est son cou, formé de côtes spéciales, qui peut prendre la forme d'un capot de voiture. Tel un bouclier pour intimider l'ennemi, ses yeux ronds aux pupilles verticales observent toujours avec une froideur glaciale. Le cobra ne chasse pas à la hâte. Il attend, frappe avec précision par des coups de bec extrêmement rapides, injectant des neurotoxines qui peuvent paralyser sa victime en quelques minutes seulement. Son alimentation est très variée, souris, lézards, jeunes oiseaux et même des serpents plus petits. Certaines espèces peuvent même manger des œufs et n'hésitent pas à attaquer des créatures plus grandes si elles sont provoquées. Le cobra est nocturne ou matinal, mais il peut aussi apparaître pendant la journée par temps frais. Lorsqu'il est menacé, il lève la tête, écarte le cou, siffle de manière menaçante et est prêt à attaquer si l'adversaire ne recule pas. Dans un écosystème hostile comme la Namibie, les cobras ne sont pas seulement des chasseurs, mais aussi des forces respectées, où chaque mouvement peut déterminer la vie. Sous le soleil sec de Namibie, où le vent transporte la poussière de sable sur la terre craquelée, ce ne sont pas seulement des prédateurs à 4 pattes qui s'affrontent. Dans un coin caché des buissons bas, 2 ombres noires apparurent.
Il s'agissait de 2 cobras mâles, tous 2 adultes, animés d'un instinct de domination. Ils ne se déplaçaient pas rapidement, mais rampaient lentement, la tête haute et le corps soulevé du sol. Tous 2 ouvrirent grand leurs branchies, leur corps bombé comme pour exhiber leur taille. Aucun sifflement n'était audible. Ce n'était pas une chasse, mais un rituel d'affrontement. Ils se redressèrent, se fixant l'un l'autre comme d'anciens guerriers cherchant des failles. Leurs corps ondulaient en cercle symétrique, chaque mouvement étant un avertissement. Le sable et la poussière s'élevaient silencieusement sous leurs légers coups. Puis, ils se redressèrent, se serrant l'un contre l'autre. Le combat pouvait durer plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'un camp cédé se retire discrètement du territoire. Le vainqueur leva la tête, ses branchies toujours grandes ouvertes, balayant l'air comme une déclaration de souveraineté. Pour lui, le combat n'est pas une question de destruction, mais d'ordre. Le cobra n'est pas seulement un symbole de puissance et de mort silencieuse, mais aussi une espèce dotée d'un cycle de reproduction unique. Contrôlé par les changements environnementaux et les signaux chimiques. Alors que la saison sèche cède progressivement la place aux premières pluies en Namibie, les phéromones des serpents femelles se répandent dans l'air, attirant les mâles à des centaines de mètres de distance. L'accouplement dure des heures et se répète plusieurs fois. Après l'accouplement, la femelle trouve un endroit sûr pour pondre ses œufs. Selon sa taille et ses conditions de vie, le cobra peut pondre de 10 à 40 œufs à la fois. Contrairement à la plupart des autres serpents, la femelle protège le nid pendant la période d'incubation de 6 à 10 semaines. À l'éclosion, les bébés sont déjà venimeux. Ils n'ont pas besoin de la surveillance de leur mère, se séparant immédiatement du troupeau et entamant leur propre quête de survie.
Dans cette même région aride de Namibie, où le soleil brûle le sol et où l'ombre est un luxe, les créatures apparemment les plus faibles développent un système de défense résistant contre les prédateurs les plus redoutables. Suricate. Un petit animal de la famille des mangoustes. Mesurant seulement 25 à 35 cm, il a un corps élancé, une fourrure gris brun couverte de rayures noires le long du dos et des yeux noirs aux contours sombres comme des crayons. Malgré leur apparence fragile, ils possèdent un esprit de vigilance et de solidarité qui les distingue dans la nature. Ils vivent en grands troupeaux, généralement de 20 à plus de 30 individus, regroupés dans des réseaux complexes de terriers souterrains creusés au cœur du désert aride. Chaque matin, le troupeau quitte le terrier et forme de petits groupes à la recherche d'insectes, de reptiles, d'oiseaux et parfois de scorpions. Ces derniers sont des ennemis dangereux pour la plupart des espèces, mais constituent un repas favori des suricates. Ils possèdent une immunité étonnante à de nombreux types de venins. La particularité des suricates réside dans leur capacité à surveiller et à répartir les rôles au sein du troupeau. Pendant que certains cherchent de la nourriture, il y a toujours au moins un individu debout, s'appuyant sur ses pattes arrière, levant la tête pour observer les environs. S'il détecte un danger, il émet un son d'alarme caractéristique et tout le troupeau se retire immédiatement en lieu sûr. Sous leur apparence mignonne et leur petit corps, les suricates incarnent une société soudée, intelligente et courageuse. La saison de reproduction des suricates coïncide généralement avec les mois les plus chauds et les plus humides de l'année, lorsque la nourriture est abondante et les conditions de vie favorables. Dans chaque groupe, un seul couple dominant, généralement le mâle et la femelle les plus âgés et les plus forts, est autorisé à se reproduire. Les autres individus, même les frères et sœurs, assument le rôle de protecteurs, de chasseurs et de gardiens des petits. Après l'accouplement, la femelle est enceinte pendant environ 11 semaines avant de donner naissance à 2 à 5 petits. Les petits naissent aveuglés sans poils, entièrement dépendants de leur mère et du reste du groupe pour leur protection. Les premiers jours, ils restent au nid, tandis que les autres membres se relaient pour la surveillance et la recherche de nourriture. Lorsque les petits commencent à sortir du terrier, leur entraînement commence. Ils participent à des chasses, observent et apprennent à tuer des proies venimeuses en toute sécurité. Les ombres du soleil se dessinent longuement sur le sol sec. Un groupe de petits suricates tâtonne le long des racines des arbres, à la recherche de proies. Les jeunes suricates suivirent, levant parfois les yeux vers les adultes et imitant le creusement. De l'autre côté, un cobra avançait silencieusement, son corps serpentant dans l'herbe sèche et brûlée par le soleil, les yeux fixés sur les ombres qui se déplaçaient près de lui.
Mais les suricates avaient détecté la présence de l'intrus. En quelques secondes, l'atmosphère changea. Le chef se redressa sur ses pattes arrière, les yeux fixés sur l'ombre qui approchait. Aussitôt, les 3 autres adultes s'avancèrent, formant un arc de cercle bloquant le passage du serpent. De petits grognements retentirent, discrets mais empreints de détermination. Le serpent releva la tête. Son cou se gonfla, sa capuche proéminente se déployant comme un signal menaçant. La gueule légèrement ouverte, la langue s'agitant sans cesse. Lui aussi était prêt. Deux mondes, deux stratégies de survie opposées, s'affrontaient maintenant. Le chef des suricates prit l'initiative d'approcher. Soudain, le serpent bondit. L'embuscade fut étouffante, ne dura que quelques minutes. Sans vainqueur évident, le cobra prit l'initiative de battre en retraite et se glissa dans l'herbe. Personne ne mourut. Aucun sang ne fut versé. Mais une fois de plus, le petit monde s'était défendu contre l'un des prédateurs les plus dangereux de Namibie. La robustesse ne réside pas dans la taille, mais dans la capacité à ne pas reculer. Au loin, une autre ombre se déplace silencieusement. Ce n'est pas un suricate, mais un parent plus grand et plus audacieux. La mangouste rayée. Un guerrier sauvage intrépide. C'est l'un des petits mammifères les plus audacieux d'Afrique du Sud. Son corps trapu, d'environ 30 à 45 cm de long, est doté d'une queue presque aussi longue que son corps. Sa fourrure courte et épaisse, brun grisâtre, est rayée de noir sur le dos, ce qui lui confère une apparence de camouflage efficace dans les buissons et lui permet de se distinguer comme un petit guerrier dans la savane sèche. De petits yeux agiles brillent toujours de vivacité. Son museau pointu et ses petites oreilles rondes, placées bas sur la tête, lui permettent de creuser et d'observer constamment. Ses griffes acérées et recourbées lui permettent de creuser des terriers ou de déterrer des proies dans les sols sablonneux. Elles vivent en grands troupeaux de 10 à 40 individus, avec une organisation sociale stricte, se coordonnant étroitement pour la recherche de nourriture et la défense.
La mangouste rayée est réputée pour son courage et sa capacité à affronter des ennemis de plus grande taille, y compris les serpents venimeux. Elles utilisent des tactiques d'encerclement, de diversion et d'attaque simultanée pour neutraliser leurs adversaires. Cette espèce a un mode de reproduction particulier, fortement communautaire. Dans un grand troupeau, plusieurs femelles peuvent s'accoupler et mettre bas simultanément, généralement au début de la saison des pluies, lorsque les sources de nourriture sont abondantes. Après environ 60 à 70 jours de gestation, chaque femelle donne naissance à 2 à 6 petits. Étonnamment, les petits sont élevés collectivement. Les membres les plus âgés du troupeau se relaient pour surveiller, nourrir et apprendre aux jeunes à survivre, comme dans une école sauvage. Le régime alimentaire de la mangouste rayée est très varié, insectes, araignées, petits reptiles, œufs et même serpents venimeux. Elle possède une certaine immunité au venin. Non loin, une meute de mangoustes rayées se déployait pour se nourrir. Elle creusait dans le sable. Elle percevait un bruit étrange. Le serpent s'immobilisa. Il avait également senti la présence des yeux suivants. Sa tête se leva, son cou commença à gonfler, sa calotte familière s'ouvrit lentement comme un rideau menaçant. Mais face à une telle meute d'ennemis, il ne pouvait reculer, il ne lui restait qu'une seule option, se battre. Quelques-uns d'entre eux se rapprochaient par derrière. Avec une tactique habile, ils distrayaient, harcelaient et poursuivaient leur progression. L'atmosphère était tendue. Soudain, les deux camps chargèrent. La chasse prit fin rapidement, mais difficilement. La meute de mangoustes baguées l'avait une fois de plus prouvé, dans la nature, ce n'est pas seulement le venin qui fait peur. C'est aussi la cohésion et l'intelligence des jeunes. Alors que le dernier bruit s'éteignait et que les empreintes de pas s'estompaient dans le sable chaud, au loin, une autre créature entrait discrètement en scène. Le léopard. Un prédateur parfaitement dissimulé, l'incarnation de la mort aux confins du désert namibien. Son corps mesure environ 1,5 m de long et 70 cm de haut au garrot, recouvert d'une douce fourrure dorée,
parsemées de taches noires comme des fleurs d'abricotier. Il permet un camouflage parfait à la lumière du soleil dans la forêt clairsemée, ce qui le distingue des autres léopards. Ses yeux ambrés lui confèrent un regard vif et prudent. Son corps compact, mais musclé et flexible, peut se précipiter à la vitesse de l'éclair et est le meilleur grimpeur d'arbres parmi les grands félins. Ils vivent seuls, préférant être actifs la nuit ou à l'aube. C'est le moment idéal pour guetter leur proie dans l'obscurité ou la faible luminosité. Contrairement aux lions ou aux hyènes, bruyants et grégaires, les léopards privilégient la solitude et le secret. Pendant la saison de reproduction, les femelles signalent leur chaleur. L'accouplement est court, mais féroce. Après environ 90 à 100 jours de gestation, les femelles donnent naissance à 1 à 3 petits dans un endroit isolé et inaccessible. Les petits sont aveugles à la naissance et ont besoin de plusieurs mois pour quitter leur tanière. La mère léopard s'occupe d'eux seule, leur apprenant à chasser et à grimper aux arbres, jusqu'à ce que les petits soient suffisamment forts pour vivre de manière autonome. Le régime alimentaire du léopard est extrêmement varié, allant des antilopes aux lapins, en passant par les rongeurs, les oiseaux et les reptiles. En Namibie, où la nourriture est rare et le sol chaud, ils peuvent attaquer même les espèces agiles et intelligentes. Et la mangouste rayée allait également devenir l'un de leurs menus. Mais par cet après-midi chaud, alors que l'odeur du soleil sec et de la poussière se mêlait à l'air, ses yeux perçants découvrirent quelque chose d'inhabituel. Un groupe de mangoustes rayées se rassemblait à l'ombre d'un arbre près de la plage rocheuse, occupé à creuser le sol à la recherche d'insectes. Aucun d'eux ne réalisa qu'il était pris pour cible. Le léopard baissa le corps, chaque pas aussi doux que de la fumée glissant dans l'herbe sèche. Le vent était favorable. Il retint son souffle, empêchant chaque muscle d'émettre un son. Une petite erreur, et tout le groupe disparaîtrait immédiatement dans le labyrinthe de grottes souterraines. Plus il s'approchait, plus ses yeux dorés brillaient, se fixant sur une petite mangouste rayée. L'occasion était venue. La chasse prit fin rapidement. Le groupe de mangoustes rayées ne put que battre en retraite, impuissant.
Même si les chasseurs peuvent résister au venin, face aux plus grands prédateurs, ils ne peuvent que devenir des proies sans pouvoir riposter. Dans les terres arides de Namibie, où l'obscurité et la lumière s'échangent sans cesse leur rôle, la vie continue selon les lois les plus dures. Chaque espèce est un chasseur, et peut aussi devenir une proie. Des serpents venimeux tapissent silencieusement dans le sable chaud au groupe de mangoustes unis contre le danger, en passant par l'embuscade silencieuse des léopards. Tout se combine pour créer une symphonie de survie, où chaque battement est un choix entre la perte et la continuation. La Namibie n'est pas seulement un désert et une tempête de sable. C'est un espace naturel, où la vie est façonnée par des affrontements sans compromis, où un peu de courage suffit à faire vaciller la mort. Si vous aimez les combats à couper le souffle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des moments fous qui vous attendent. Dans la savane aride du Serengeti, où le soleil entaille le sol comme un couteau, chaque pas peut être un piège. Un regard indiscret, un bruit étrange, et la mort pourrait surgir de l'ombre. Ici, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui ose regarder les griffes en face. Serengeti sanglant, une riposte acharnée contre les lions. Vous pensez que les zèbres ne font que courir? Les premiers rayons de soleil filtrent à travers la fine brume, effleurant chaque brin d'herbe sèche qui se balance au vent. L'air conservait encore la fraîcheur de la nuit précédente, mais la vie avait repris son cours. D'en haut, la savane s'ouvrait-elle un tapis sans fin. Longue, vaste et en perpétuel changement. Dans ce bref instant de paix, chaque être vivant comprit clairement, ce n'était pas un paradis. Le Serengeti était une arène ouverte, où la vie et la mort cohabitaient sous le même ciel. Ici, chaque jour était un pari sur la survie. 3 espèces. 3 destins. Partageant cette terre aride. Les zèbres, avec leurs rayures noires et blanches comme dessinées par la nature, se déplaçant toujours en troupeau, vivant en état de fuite. Les éléphants d'Afrique. Immenses et sages. Traversant le temps d'un pas assuré et un souvenir impérissable. Et puis, à l'opposé des deux, les buffles. Forts, inflexibles, difficiles à maîtriser. Ils ne traquent ni ne courent.
Ils affrontent. Ils vivent en guerriers sur une terre où la survie est toujours mise à l'épreuve. C'est l'histoire d'une terre où chaque choix a des conséquences. Là où la force ne garantit pas toujours la sécurité. Là où les faibles, unis, peuvent survivre. Et où les forts, seuls, peuvent tomber. Sous le soleil matinal ardent, un troupeau de zèbres avance à travers les prairies basses. Chaque pas est prudent sur le sol poussiéreux. Leur pelage noir et blanc scintille comme des vagues de lumière. Chaque individu possède un motif unique, aussi unique qu'une empreinte digitale humaine. C'est cette différence qui les aide à se reconnaître dans le chaos, à maintenir le lien du troupeau dans les moments de panique les plus intenses. Le zèbre des plaines est l'espèce la plus commune du Serengeti. Mesurant environ 1,30 m et pesant environ 300 kg, il n'est pas le plus rapide, mais il compte parmi les créatures les plus résistantes. Contrairement aux antilopes ou aux girafes, qui sont sélectifs quant à leur nourriture, les zèbres peuvent digérer même les herbes sèches et pauvres en nutriments. Leurs grandes dents et leurs cavités intestinales développées leur permettent de manger sans interruption, de parcourir de longues distances et de conserver l'énergie nécessaire à leur longue migration de plusieurs centaines de kilomètres chaque année. La structure sociale des zèbres est dense et stable. Un troupeau typique se compose d'un mâle adulte, de plusieurs femelles et de leurs petits. Le mâle dominant protège le troupeau, mais ce sont les femelles, et surtout les mères, qui forment le lien affectif et sont très vigilantes. Leurs oreilles pivotent constamment, telles des perches radars, pour capter les sons étranges. Leurs yeux, placés de chaque côté de la tête, leur permettent d'observer la quasi-totalité de l'espace environnant. La reproduction des zèbres a généralement lieu au début de la saison des pluies, lorsque l'herbe jeune est abondante dans les champs. Une femelle ne donne naissance qu'à un seul petit à la fois, après une gestation d'environ 12 mois. Il ne faut que quelques minutes à un poulain pour se lever et courir. L'instinct de survie est programmé dès la naissance. Mais le prix de la vie est élevé. Lions, hyènes, léopards, tous les surveillent, surtout les nouveau-nés, encore titubants sur leurs pattes faibles.
Les lions constituent la menace la plus constante et la plus terrible. Ils n'ont pas besoin d'être aussi rapides que les léopards, ni aussi résistants que les hyènes. Les lions chassent en silence et avec coordination. À midi, le soleil réchauffe le sol comme une fournaise ardente. Le troupeau de zèbres s'est dispersé dans les prairies, se reposant à l'ombre clairsemée de quelques acacias épars. L'air est étrangement calme, à tel point que leurs oreilles sensibles se mettent à tourner sans cesse, comme si ce silence était le signe que quelque chose ne va pas. Puis, un léger bruit retentit. Non pas le bruit du vent, mais celui de l'herbe arrachée par les griffes. Un lion surgit soudain. Mais soudain, de façon inattendue, le zèbre se releva. Il tituba, mais continua sa course. Laissant derrière lui le prédateur abasourdi par la défaite. En moins de 10 secondes, la savane retrouva son silence. Mais maintenant, sur l'herbe froissée par la poursuite, il n'y avait plus de cadavres. Seulement des traces de sang et de poussière qui ne s'étaient pas encore déposées. Et le Serengeti continua son histoire sans fin. Le zèbre, cette créature apparemment faible, n'abandonna pas. Malgré sa blessure, il courait toujours, vivait toujours. Car ici, la vie n'est pas réservée aux plus rapides, mais à ceux qui ne cessent de se battre. Sous la lumière du soleil qui baissait progressivement vers le sommet, alors que le sol commençait à irradier de chaleur et que les zèbres disparaissaient peu à peu derrière les buissons bas, un autre pas apparut. Plus lent, plus lourd, mais non moins puissant. Au loin, un troupeau d'éléphants avançait tranquillement vers la rivière peu profonde. Chacun de leurs pas semblait faire trembler légèrement le sol. Le soleil se reflétait sur leur peau grise et craquelée, créant des zones de lumière et d'obscurité semblables à l'écorce des arbres centenaires. Une armure naturelle les protégeait du soleil brûlant et des mouches tenaces. Voici l'éléphant d'Afrique, le plus grand animal terrestre de la planète.
Un adulte peut peser jusqu'à 6 tonnes et mesurer plus de 3 mètres. Ses grandes oreilles, véritables éventails, agitent constamment le vent pour réguler la température. Sa trompe flexible ne sert pas seulement à aspirer l'eau et accueillir les feuilles, mais aussi à servir de bras, de nez et d'outil de communication. Une merveille de l'évolution qu'aucune autre espèce ne possède. Malgré leur taille imposante, les éléphants sont des créatures paisibles. Ils vivent en troupeaux matriarcaux. Le chef est généralement une femelle âgée, expérimentée et riche en souvenirs. C'est cette mémoire qui aide le troupeau à retrouver les anciens points d'eau pendant la saison sèche, évitant ainsi de se perdre lors de la migration à travers les vastes prairies. Les éléphants se reproduisent lentement. Une femelle donne naissance à un seul petit après une gestation de près de 22 mois, la plus longue du monde des mammifères. À la naissance d'un petit, tout le troupeau se rassemble en cercle, utilisant son corps pour protéger le plus jeune de tous les dangers. Chez les éléphants, l'amour maternel n'est pas une émotion passagère. C'est un devoir sacré partagé par tout le troupeau. Bien qu'apparemment invulnérables, les éléphanteaux restent la cible des lions. Lorsqu'ils s'éloignent du troupeau, ou lorsque leur mère s'affaiblit à cause de l'épuisement ou du manque d'eau, la menace est immédiate. Une troupe de lions peut organiser une embuscade imprudemment. Mais ce n'est pas chose aisée. Une lionne solitaire aura du mal à approcher un troupeau d'éléphants. Elle attend souvent un moment de silence, où l'obscurité ou la panique perturbe temporairement le groupe. Mais si elle est découverte, la réaction des éléphants ne se résume pas à la fuite. Ils rebroussent chemin. Une mère éléphante en colère peut se transformer en ouragan. L'air des prairies semble figé par une chaleur étouffante. Au loin, les éléphants se dirigent vers un point d'eau peu profond. La poussière tourbillonnant à chaque pas lourd.
milieu du troupeau, un éléphanteau de moins d'1 an s'approche de sa mère, sa trompe ondulant encore maladroitement comme s'il n'était pas encore habitué à son corps. Mais dans l'herbe rase, non loin, un groupe de lionnes était accroupi, les yeux rivés sur la petite silhouette. Elles observaient les éléphants depuis le petit matin, attendant ce moment comme celui-ci. Où le troupeau se disperserait et où le plus jeune éléphanteau ne serait plus entouré de défenses denses. Puis le moment arriva. Les ombres jaillirent de l'herbe brûlée par le soleil. Mais ce fut une erreur fatale. La mère éléphante ne partit pas. Les lions comprirent alors, ils avaient choisi la mauvaise proie. Il n'y avait pas une seule blessure sur le bébé éléphanteau. Seulement quelques légères égratignures sur son épaisse peau. Mais la leçon pour les prédateurs fut bien plus coûteuse. Sous la lumière vive du soleil, les ombres ténues des lions disparurent peu à peu dans les hautes herbes, laissant derrière elles la silhouette imposante d'une mère intransigeante et de son enfant. Toujours fermement debout, au milieu de la savane qui venait de reprendre son souffle. Sur cette terre aride, les éléphants n'existent pas seulement par leur force, mais aussi par leur intelligence, leur connexion et leur mémoire. Des héritages invisibles mais extrêmement durables. Et lorsque l'ombre de l'éléphant se pose longuement sur l'herbe dorée, on ne voit pas seulement un grand animal, mais l'ombre du temps, de la mémoire, du monde sauvage ancien qui n'a jamais été caché. Sous l'ombre clairsemée des acacias, la rosée matinale persiste encore sur l'herbe, mais l'air est déjà imprégné d'une odeur particulière, celle des lions. Non loin, là où les éléphants viennent de battre en retraite, une autre force est présente. Dense, lourde et latente comme une tempête sous le sol calme, le buffle d'Afrique. Il n'apparaît pas en fanfare. Mais sa présence, telle une muraille mouvante de chair et de muscles, est incontournable. Le physique du buffle est un témoignage vivant de son adaptation, environ 1,50 m au garrot,
pesant jusqu'à près d'une tonne, avec un front large et des cornes recourbées qui forment un « casque » sans couture. Une défense naturelle dont même les griffes des lions doivent se méfier. Son cuir épais, rugueux et couvert de poussière est un manteau contre les morsures, les insectes et le soleil brûlant des plaines du Serengeti. Alors que les derniers rayons du soleil touchaient la lisière de l'herbe, les lions s'approchèrent discrètement d'un troupeau de buffles en mouvement. Ils avaient ciblé un mâle légèrement séparé du troupeau, le palourd. Soudain, tout le monde se précipita dehors. Il ne gagna pas, mais ne tomba pas non plus. Et pour le Serengeti, cela suffisait à les maintenir en vie un jour de plus. Ils vivent en troupeau, une structure sociale complexe mais stable. Chaque troupeau peut compter de quelques dizaines à des centaines d'animaux, menés par un mâle plus âgé. Contrairement aux zèbres, qui comptent sur la vigilance et l'organisation pour éviter le danger, les buffles adoptent une tactique différente, la force collective et une résistance farouche. Lorsqu'ils sont menacés, ils ne s'enfuient pas. Au contraire, le troupeau se resserre, les petits sont poussés au centre et les adultes sont prêts à se retourner et à attaquer. Un coup de corne de buffle peut briser les os d'un lion, voire le tuer s'il ne s'échappe pas à temps. Malgré leur apparence pataude, les buffles sont des herbivores agiles. Moins exigeants que les antilopes ou les zèbres, ils peuvent mâcher de l'herbe sèche et des racines tendres, et parfois utiliser leur langue pour balayer la poussière et lécher des minéraux. Leurs puissantes mâchoires, dotées de larges incisives, leur permettent de déchirer et de broyer efficacement les feuilles. Ils sont adaptés à un mode de vie en mouvement constant pour trouver de la nourriture. La saison des amours a lieu au début de la saison des pluies, période où les prairies reprennent vie. Les mâles plus âgés se livrent à des combats courts mais acharnés, entrechoquements de cornes, vols de poussière, pour obtenir le droit de s'accoupler avec la femelle en chaleur.
Après l'accouplement, les femelles sont gestantes pendant environ 11 mois. Pour mettre bas, elles choisissent un terrain plat, moins traqué, et sont souvent entourées et protégées par les autres femelles du troupeau. À la naissance, les buffles pèsent jusqu'à 40 kg et peuvent se tenir debout en quelques minutes. Cependant, il reste une proie de choix pour les prédateurs, et c'est là que l'instinct protecteur du troupeau est le plus intense. Il n'est pas rare de voir un troupeau de buffles se retourner contre une troupe de lions, utilisant leur force collective pour protéger une seule vie. Les buffles n'ont pas la vitesse des antilopes, l'intelligence des éléphants, ni la tactique des zèbres. Mais ils ont quelque chose qui fait hésiter même les lions les plus aguerris, le courage, l'esprit de meute et une volonté inflexible. Dans la savane ensoleillée, où la vie ne laisse aucune place à l'hésitation, ce n'est parfois pas le plus rapide ou le plus fort qui gagne, mais celui qui refuse de tomber. Et dans le tourbillon de la survie, les buffles continuent d'avancer. Sans éclat, mais avec fierté. Dans la savane ancestrale du Serengeti, où chaque grain de poussière porte le souffle du temps, il existe des créatures qui ne vivent pas de force, mais de résilience. Les zèbres courent toujours, mais pour garder le troupeau. Les éléphants sont silencieux, mais prêts à devenir un mur d'acier pour leurs petits. Les buffles, apparemment maladroits, mais avec un cœur qui ne recule jamais. Ils n'ont pas besoin d'être félicités. Ils ont juste besoin de vivre, jour après jour, pas après pas, dans le tourbillon cruel de la survie. Et peut-être, dans un monde aussi instable qu'aujourd'hui, nous rappelle-t-il que il n'est pas nécessaire d'être le plus fort pour survivre. Il suffit de ne pas tomber. Si ce voyage vous touche, laissez un commentaire. Partagez la vidéo pour que davantage de personnes découvrent la beauté puissante et silencieuse de la nature. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines histoires. Là où la vie trouve toujours son chemin, même dans les endroits les plus difficiles.